Bienvenue sur Espoir Média Info. Tout d'abord, joyeux Noël, là où vous êtes, en famille. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, peut-être aujourd'hui même, le 24 décembre. C'est un plaisir de pouvoir être avec vous. Aujourd'hui, nous avons une émission un peu spéciale parce que nous allons parler d'humanitaire. Je suis avec Dr André. Comment ça va, docteur? Ça va très bien. Très bien. Merci pour votre invitation. Très bien. Donc, j'ai su aujourd'hui que vous êtes le beau-père de notre président Olivier Rigaud. Comment ça va, Olivier? Très bien, merci. En famille. En famille, voilà. À Noël, normalement, il faut être en famille. Hein? Tout à fait, c'est ça. Nous allons parler d'un projet humanitaire concernant un jeune garçon. Vous allez voir une histoire invraisemblable. On va vous en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous allons voir un peu du côté de nos plateformes. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler pas de plusieurs contenus, mais d'un seul, assez spécial. Ce sont les 10 jours de prière qui arrivent bientôt, du 6 au 16 janvier 2021. En fait, depuis l'année 2004, l'Église adventiste mondiale s'est réunie autour d'un sujet pour pouvoir prier et demander la présence plus forte du Saint-Esprit. Et c'est justement ça, le sujet de cette année 2021 pour les 10 jours de prière. Demander une présence plus grande, plus forte du Saint-Esprit, non seulement dans nos vies, mais aussi dans nos communautés. Donc, je voudrais vous inviter à vous connecter sur nos plateformes parce qu'il y aura ces messages en format PDF sur adventistmagazine.com, mais aussi sur le format podcast et vidéo sur adventplay.tv. Organisez-vous pour pouvoir choisir 5 personnes pour qui vous allez intercéder pendant ce temps de prière de façon assez particulière. Et à savoir que l'Église mondiale est réunie pour cette démarche. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à réfléchir, à mettre ça dans vos agendas. Déjà la veille, le 5 janvier à 19h, la première émission est déjà mise en ligne pour que toutes les personnes, peu importe où elles se retrouvent dans le monde, puissent donc suivre cette méditation le premier jour de cette démarche si importante dans notre communauté. Voilà, aujourd'hui, comme je vous ai dit à l'introduction, nous allons parler humanitaire. Donc, Dr André est là, il va nous aider tout à l'heure par rapport à une maladie qui a touché un garçon. Et Olivier, il y a quelque temps, tu m'as proposé de s'arrêter par rapport à une situation assez délicate. En fait, il y a un garçon qui a une maladie grave, mais l'histoire est beaucoup plus complexe et malheureusement assez triste. Peux-tu nous expliquer davantage? Oui, c'est même une histoire vraiment profondément tragique. C'est ma femme qui, un soir, m'a été touchée, émue, puis qui m'a parlé de la tragique histoire de la famille de Yolande, une femme de Madagascar. Et nous ne la connaissions pas, mais on a vraiment senti dans notre cœur qu'il fallait faire quelque chose. L'appel de Dieu, dire mais il faut agir, il faut intervenir face à cette incommensurable douleur. Le monde est parfois dur et violent, et parfois on se sent poussé à mettre des limites à cette souffrance, à cette violence, et à dire non. Parce que voilà, cette femme avait une famille, un mari avec 3 enfants. Tout à fait normal, voilà. Marié, 3 enfants. Et puis, il y a 3 ans, elle a perdu son mari qui avait un problème cardiaque. Il est mort comme ça, du jour au lendemain. Il est mort soudainement, il ne savait pas qu'il avait ce problème-là. Et puis, au mois de mars 2020, 2020, oui, il y a quelques mois, eh bien, en fait, il s'est avéré que 2 de ses fils avaient la même pathologie cardiaque. D'accord. Et un dimanche, son aîné de 20 ans est mort, décédé. Et le lendemain, quelques heures après, elle a perdu son dernier fils de 13 ans. Donc, ça veut dire que au mois de mars dernier, un dimanche, elle perd son fils aîné. Le lundi matin. Lundi matin, elle perd son fils, le benjamite de la famille. Voilà, à 13 ans. Donc, wow. Elle s'est retrouvée toute seule avec un dernier fils qui a... Celui du milieu. Celui du milieu qui a 15 ou 16 ans, Enitsu. Et c'est vrai que toute la communauté malgache, l'Église a été assez bouleversée par cette histoire. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on s'est dit, cette fois, on s'est senti... Il faut agir, quoi. Il faut agir, il faut essayer de faire quelque chose parce que finalement, le destin fait qu'ils se sont donc renseignés pour voir si le dernier fils n'avait pas la même pathologie, s'il n'avait pas hérité de ça. Et il s'est avéré qu'il avait aussi un problème cardiaque.
D'accord. Donc, le dernier fils qui reste risque aussi de perdre sa vie à cause de cette maladie. Voilà, c'est ça. Et là, on s'est dit, il faut intervenir, il faut aider cette femme, parce qu'on ne voudrait pas qu'elle perde son dernier fils. C'est ça. On se dit qu'il y a des limites dans la souffrance quand même. Alors, il y a eu toute une mobilisation qui s'est faite à Madagascar et puis aussi en France et en Suisse pour aider cette famille. Une première cagnotte a été mise en place. Et puis, par la grâce de Dieu, vraiment, ils ont pu obtenir un visa et aller en France. Ah, d'accord, parce que cette pathologie ne peut pas être traitée à Madagascar, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un problème cardiaque qui nécessite quand même un traitement pointu. Un traitement assez pointu, une certaine technologie. Donc, il fallait qu'ils puissent venir en Europe et ça a pu se faire. Donc, aujourd'hui... Il est déjà ici en Europe. Ils sont sur France et ils ont pu même commencer les premiers examens à l'hôpital de Nantes. Et voilà, il y a à peu près une année d'examen pour pouvoir faire le point, le bilan sur ce qu'il a. Waouh. Alors, maintenant, peut-être je laisserai mon beau-père prendre la parole, puisque docteur, il s'y connaît un peu mieux que moi. Alors, expliquez-nous, vous êtes aussi cardiologue, oui. Donc c'est votre domaine. Qu'est-ce que c'est cette maladie qui peut tuer le papa, les enfants Comment ça se passe? Oui, je me permets de préciser. Je suis chirurgien cardiovasculaire. Je viens de la faculté de Lyon. J'ai toujours exercé en France, mais retraité actuellement. D'accord. Le cas qui nous saisit aujourd'hui m'a beaucoup frappé. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je connais trop bien que c'est une maladie héréditaire la plupart du temps. 20% des problèmes du muscle cardiaque, ces muscles qui ne sont plus toniques mais se dilatent tout seuls, qui ne sont plus élastiques. Donc le cœur ne peut plus remplir sa fonction de pompe, puisque c'est cette fonction-là qui fait que le cœur soit vital. Parce que le liquide qui est pompé, c'est le sang, où il y a l'oxygène qui vient de la respiration, les nutriments qui viennent de la digestion, des hormones, des vitamines qui viennent d'autres organes. Si le cœur est tonique et fait bien son rôle, il envoie ça partout. On est en vie, oui. D'accord. Mais si ce muscle, puisque il s'agit de muscle, ne répond plus parce qu'il est de mauvaise qualité, c'est héréditaire malheureusement. Transmission autosomique dominante, comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas lié au sexe de la personne. Il y a des maladies qui ne touchent que les garçons ou que les filles. Ici, ça touche tout le monde. Tout le monde. Et c'est la transmission, il suffit une des deux copies du chromosome qui porte l'anomalie pour transmettre la maladie. Et à ce moment-là, rien à faire, il faut traiter. Il faut traiter. Et quels sont les traitements possibles pour une maladie aussi dévastatrice comme celle-là? Le traitement possible, c'est déjà, on a déjà vu donc la consultation en génétique pour bien comprendre ce dont il faut aller dans la génétique. Oui, de quel genre de maladie autosomique transmissible s'agit-il, puisque la conduite à tenir est en fonction d'un diagnostic précis. Donc, nous avons le dossier d'un compte-rendu de l'analyse génétique qui a été réalisé en France. Déjà, ok. Oui. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, compte tenu de cette faiblesse de la contraction des muscles, à la fin, le cœur ne joue plus son rôle. Au lieu d'être un cœur, un gros paquet de muscles puissants, la paroi s'amincit. Et cette paroi qui s'amincit comme une feuille ne peut plus l'envoyer. Et on est donc dans ce qu'on appelle
progressivement dans un état d'insuffisance cardiaque. Wow. Donc le traitement, c'est un traitement classique de cette insuffisance cardiaque avec des médicaments dans un premier temps. Et si ça ne marche pas, il y a un état plus grave, non? Oui, parce que le seul souci, c'est que on a vu avec l'historique que c'est une maladie grave qui emporte les gens sous forme de mort subite à tout moment. Wow. À tout moment, donc, quel que soit le stade. Et à ce moment-là, on a donc, dans un premier... Au premier stade du traitement, traité comme une insuffisance cardiaque avec des médicaments. Le seul souci, c'est que le cœur, quand il ne peut plus vibrer et pomper de façon rythmique, il essaie de s'emballer. En s'emballant, il crée un trouble au niveau du sang qui forme des caillots. Et des caillots qui vont dans le cerveau, un AVC, accident vasculaire cérébral, ou au niveau du muscle cardiaque lui-même, des coronaires, ou au niveau des reins, c'est-à-dire ce sont des organes vitaux. Wow. Vous comprenez? Et donc là, il y a déjà l'insuffisance cardiaque, puis le problème du rythme. Le rythme n'est plus le même. Et en fait, avec les caillots et les troubles du rythme, on est exposé à un problème vasculaire du genre AVC, infarctus, et puis insuffisance rénale. Donc la situation de ce garçon est très grave. Donc il ne voudrait pas que Yolande, sa maman, puisse, après avoir perdu le papa, l'aîné et le Benjamin, qu'elle soit complètement sans personne. Donc, il y a tout cet effort pour pouvoir sauver la vie de ce garçon. Oui, tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider Yolande et son fils à financer les examens, les traitements nécessaires pour qu'ils puissent survivre. Et puis, c'est vrai que c'est des traitements qui durent au moins une année entière, puisqu'il y a aussi, ils doivent voir au niveau de la génétique, etc. Et il faut donc pouvoir non seulement financer ces traitements, mais aussi financer leur vie sur place. Oui, parce qu'ils ne vivent pas en France, hein, donc il faut les héberger, les nourrir, pour qu'ils puissent suivre le traitement. Voilà, donc il y a des gens qui les accueillent, mais voilà. C'est provisoire. Hein. C'est provisoire, il faut aussi pourvoir aux besoins essentiels, on va dire. Donc il y a les frais avec le traitement et les frais avec la vie en France en attendant que tout soit réglé. Voilà, alors notre objectif dans un premier temps, c'est de pourvoir à cette année-là pour faire tous les examens. Après, c'est vrai que il faut voir l'évolution, parce que peut-être Dr André peut nous en dire un peu plus sur ça. C'est une cardiopathie grave, comme nous venons de voir, et qui nécessite une prise en charge très pointue. Et c'est pour ça que les coûts sont importants. Voilà pourquoi ce serait une bénédiction pour Nhinsu de pouvoir être dans les mains, dans les bras des experts dans les pays développés, parce qu'une maladie comme ça nécessite la mise en place d'une prise en charge pluridisciplinaire. Un cardiologue, un chirurgien cardiaque, des généticiens, et trouver tout ça, c'est compliqué. En sachant très bien que la maladie évolue par étapes, si elle n'emporte pas tout de suite le sujet. Il y a ce qu'on appelle, au niveau cardiologique, ce qu'on appelle un remodelage du cœur. Il y a une sorte de réaction de survie du muscle cardiaque qui, voyant que le fonctionnement n'est plus normal, adapte un fonctionnement un peu spécial qu'on appelle un remodelage. Ils acceptent de fonctionner autrement. Que le cœur se remplisse davantage et que le cœur se remplisse davantage, mais puisse éjecter la même quantité qu'avant, comme s'il n'y avait rien. Ce remodelage doit être accompagné par un traitement de spécialité, bien comme il faut. Mais malheureusement, au bout d'un certain temps, que j'ai laissé entendre dire tout à l'heure, ce remodelage finit par ne plus fonctionner. Échouer et le cœur commence à ne plus répondre. À ce moment-là,
Deuxième étape qui va s'imposer progressivement, c'est la mise en place d'instruments genre pile, comme on dit. On appelle ça stimulateur cardiaque, parce qu'on va stimuler ce qui reste. D'accord. Entre guillemets, stimuler pour que le cœur continue à fonctionne pour assumer un débit tant bien que mal, voilà. Mais à partir du moment où le stimulateur n'est plus suffisant, parce qu'il ne suffit plus de stimuler un muscle qui est déjà défaillant, le cœur fait encore un effort pour essayer de pousser et de faire son travail du désespoir en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça fait fibriller le cœur. Et donc, fibriller le cœur, c'est... le cœur tremble au lieu de pomper, et à ce moment-là, il n'envoie plus rien du tout. Il n'y a plus de débit sanguin. Alors, on met en place ce qu'on appelle un défibrillateur implantable. Donc, ça fait 2 appareils, stimulateur, et puis un défibrillateur. Et ça peut tenir comme ça, incroyable les avances. Au moment où les deux ne fonctionnent plus, et ça finit par ce qu'on appelle une transplantation cardiaque. Donc vous voyez bien comment c'est difficile le chemin à parcourir si ce jeune homme n'est pas pris en charge par un projet énergique, bien ficelé et avec des gens convaincus. D'accord, voilà, qui vont vraiment suivre le dossier. Oui. Et là-dessus, je me permets de donner un message pour ceux qui peuvent l'entendre, un message biblique. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On n'a qu'à réfléchir à ça. Oui. De ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et Ninsu a besoin des gens convaincus, qui puissent vraiment l'aider, imprégnés par l'amour de Dieu et prêts à le soutenir. Très bien. Justement, par rapport au soutien au projet, donc tu m'avais parlé que l'ALMAF a décidé de donner un soutien à ce projet. Voilà, on voulait vraiment que ce soit un mouvement sérieux, que les dons puissent être bien gérés correctement, de manière professionnelle. Et voilà, je voudrais vraiment remercier l'AMALF Suisse qui a accepté de porter ce projet. Et l'AMALF France, les deux vont ensemble. Je pense aussi. Oui. Et voilà, je connais bien la trésorière qui est une professionnelle qui pourra vraiment gérer l'argent, les dons et soutenir cette démarche-là. Donc je voulais vraiment remercier l'AMALF d'avoir eu à cœur de soutenir ce projet-là, ce qui permet de donner beaucoup plus de sérieux et d'assurance dans le projet. En plus, l'AMALF peut réaliser des attestations qui nous permettent d'avoir des déductions d'impôts sur nos dons. Donc, je crois que c'est encore une autre opportunité, quelque part, de pouvoir aider tout en déduisant de ses impôts. Pouvant déduire donc, aussi si je comprends bien, AMALF, elle n'a pas l'argent pour financer, mais elle a le cadre pour pouvoir récolter les dons pour pouvoir financer ce projet. Voilà, c'est ça. D'accord. Et si j'ai bien compris, l'AMALF, elle travaille aussi avec DonorBox, comme nous ici à l'Espoir Média. Tout à fait. Et donc, vous voyez ici affiché maintenant la plateforme DonorBox avec l'adresse nécessaire pour que vous puissiez faire des dons via votre carte bancaire. Et je pense aussi, si vous allez sur le site d'AMALF France Suisse, vous avez là l'IBAN avec lequel vous pouvez aussi faire des virements bancaires pour pouvoir aider ce jeune homme. Donc, il est déjà en France, il est installé de façon provisoire, il a commencé les examens, mais il faut vraiment l'aider à financer jusqu'au bout pour qu'on puisse vraiment sauver la vie de ce garçon. C'est ça. Je pense que c'est l'essentiel, c'est primordial. Alors voilà, si ceux qui nous écoutent ont été touchés, sont touchés par cette histoire assez tragique, mais voilà, je voudrais vraiment lancer un appel à rejoindre ce mouvement, à soutenir cette famille qui a été décimée. Ils sont plus que 2, la maman et son fils. Je pense que voilà, c'est important. Chaque petit ruisseau vont nous permettre de former une grande rivière. Former cette grande rivière pour porter et sauver cette famille-là.
Ok, donc merci beaucoup, docteur, pour votre présence, pour vos explications. Merci beaucoup, Olivier, aussi, pour avoir pris à cœur avec votre femme ce projet. Merci aussi à la MALF. Et je vous laisse maintenant avec la petite vidéo qui a été faite par eSport Media qui soutient ce projet pour que vous puissiez comprendre davantage la situation. Et on vous dit joyeux Noël et puis on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Madagascar, île paradisiaque, où la faune et la flore, les plages et les richesses naturelles ne cessent d'émerveiller les visiteurs. D'un autre côté, la 5e plus grande île au monde a une réalité de vie moins belle pour ses habitants. Le manque de développement économique rend la vie vraiment difficile. Cela n'a pas empêché Yolande de se marier et fonder une belle famille, et d'accueillir plus tard 3 beaux enfants dans leur foyer. Mais subitement, la vie ne suit pas son cours comme prévu, et une immense tragédie frappe cette belle famille aimante. Le mari et papa meurent subitement d'un problème cardiaque à seulement 35 ans. Yolande a maintenant la difficile mission d'élever seule ses 3 enfants encore très jeunes. Le pire, c'est qu'on va découvrir plus tard qu'il s'agit d'une pathologie qui se transmet de façon héréditaire. Encore une fois, subitement, le 15 mars 2020, le fils aîné, Fanassine, a seulement 20 ans, tombe malade et meurt du même problème cardiaque. Et invraisemblablement, le jour suivant, le 16 mars, à quelques heures d'intervalle, le Benjamin de la fratrie, Zouar, va aussi mourir du même problème. C'est le choc. Une consternation inimaginable s'empare de la famille, des amis et de toute la région où ils habitent. Yolande est déchirée, meurtrie. Désormais, elle n'a que son fils, Eninsu, à ses côtés. Mais malheureusement, on découvre qu'il est aussi porteur de la même pathologie. Yolande risque de perdre le dernier membre de sa famille, son dernier fils. Mais cette maman, veuve, malgré la tragédie, a décidé de se battre. Depuis avril 2020, elle a trouvé la force pour mener une campagne pour sauver son dernier fils. Elle a besoin d'un traitement et éventuellement une transplantation cardiaque. Impossible de le faire à Madagascar. Le pays ne dispose pas de la technologie nécessaire. Avec beaucoup de courage et de soutien divers, maman et enfant arrivent finalement en France. Le CHU de Nantes a accepté de réaliser des explorations cardiaques et des recherches génétiques pour décider d'une éventuelle transplantation. Mais pour avoir les résultats, il faut attendre 1 année. En attendant ces résultats, les traitements et le séjour en France sont encore une charge de plus. Entre-temps, l'association Amalf a décidé de leur venir en aide en collectant des fonds pour le financement de leur séjour et des frais médicaux. Ces dons sont déductibles des impôts. Toutes les sommes sont les bienvenues, soit par transfert bancaire, soit par la plateforme de dons en ligne. Merci pour votre soutien. S'il vous plaît, aidez Yolande à sauver la vie d'Eninsu.